Ah, c'est donc vous la fameuse binge audio dont tout le monde parle. On m'a déjà appelé monsieur ou jeune homme. Et je m'en souviens très bien. Autre époque, autre allure quand même. Des cheveux courts et des fringues pas très féminines, parfois ça suffit. L'effet que ça m'a fait, à chaque fois, c'était comme un électrochoc, suivi d'un moment d'incompréhension totale. Parce que moi, c'est madame. Et les mademoiselles, jeunes filles, madame, ils se sont accumulés en fait au quotidien, sans que j'y prête vraiment attention. Mais il aura fallu que quelques monsieur, inoubliables ceux-là, pour comprendre, pour me poser cette question. Est-ce que vous avez déjà réfléchi au nombre de fois par jour où vous devez annoncer votre genre ? Quand vous prenez rendez-vous chez le coiffeur, chez le médecin, quand vous vous inscrivez dans un club de sport. Quand on vous dit « bonjour madame » à la boulangerie, au supermarché ou dans n'importe quelle boutique. Quand vous achetez en ligne un vêtement, un billet de train, une place pour un spectacle. Quand vous créez un compte sur Internet, dans l'immense majorité des cas, il y a une case homme ou femme à cocher. Et puis, même sans le faire de manière formelle ou écrite, à chaque nouvelle personne que vous rencontrez, vous donnez un prénom et un genre. Nous sommes toutes et tous habitués, sans nous en rendre compte, depuis l'enfance, à séparer le monde en deux. Au premier regard, le premier réflexe lorsqu'on voit une silhouette. Quand on est une personne cisgenre, on l'oublie, on fait avec. Mais imaginez alors ce que ça signifie naviguer dans ce monde lorsqu'on ne se reconnaît ni dans une identité de genre homme ou femme. Lorsqu'on est une personne non-binaire. C'est pas demain qu'on va sortir d'un monde entièrement genré, ni après-demain d'ailleurs. Alors, avant de changer les lois, les institutions, on peut déjà changer notre approche individuelle et nos habitudes. Sortir de la binarité des choses, dans nos réflexions, nos attitudes, nos questionnements, pour être des alliés. Et pour ça, il faut écouter les personnes concernées, comme Kelsey Fung. Il y a les non-binaires, réalisatrices et illustratrices, qui se définit comme androgyne et qui est l'invitée de cet épisode. Quand on entend le mot genre, depuis très longtemps et surtout dans les sociétés occidentales, on pense à l'homme et à la femme, alors qu'en fait il existe un panel très très grand du coup de genres qui d'ailleurs existait bien avant la colonisation et toutes les normes de genre qui ont été imposées notamment par elle, par les personnes blanches au sein de pas mal de populations qui ont été racisées par la suite justement. Du coup, ouais, ça a été après très progressif pour se réapproprier un peu ces identités qui avaient été effacées, avec des nouveaux termes aussi, enfin des termes plus récents. Justement, quand on parle de non-binarité, avant, plein d'autres populations avaient quelque chose qui se rapprochait de la non-binarité, qui était reconnu au sein de leur société. Mais on disait pas non-binaire, évidemment, ça c'est des termes où vraiment c'est venu progressivement justement du monde anglo-saxon et petit à petit en France aussi, enfin le fait de pouvoir le nommer. Mais du coup, il faut savoir que ça existe depuis très longtemps, qu'il n'y a pas que deux genres, qu'il y a toujours eu plus de deux genres. Voilà, après, c'est juste des façons de les définir. On dit souvent que la non-binarité, c'est un terme parapluie. Quand on parle de terme parapluie par rapport à la non-binarité, ça veut dire que ça englobe, donc voilà, vraiment comme le mot parapluie l'implique, il y a plein de petites pointes dans un parapluie. Là, c'est la même chose, il y en a même beaucoup plus que sur les petites tiges métalliques du parapluie, puisque ça va vraiment de, par exemple, l'identité neutre, l'identité fluide de genre, enfin gender fluide en fait, je sais pas forcément comment le traduire en français. C'est plutôt des personnes qui ont un genre qui change en fonction des jours, en fonction des semaines, en fonction de notions de temps, et qui du coup peuvent s'identifier un jour au genre homme, un jour au genre femme, ou un jour complètement en dehors. En fait, c'est vraiment des personnes qui peuvent être mavériques, androgynes, femmes, hommes, c'est très fluctuant en fait.
Sinon, voilà, il y a des personnes comme moi qui sont androgynes, non pas que dans l'expression de genre, mais aussi dans leur identité de genre. Quand on parle de non-binarité, souvent, on peut avoir tendance à se dire ça va de l'homme à la femme sur une ligne très claire, alors qu'en fait, c'est vraiment un spectre qu'on pourrait plus définir sur une sorte de globe, ou enfin voilà, quelque chose de très coloré, de très varié. Et du coup, l'identité mavérick se définit vraiment en dehors de cette ligne qui passe de l'homme à la femme. Et c'est ni un entre-deux, ni un mélange des deux, c'est vraiment en dehors. Voilà, il y a vraiment plusieurs genres qui ont leur propre définition, leur propre façon de se percevoir. Et donc, dans ce parapluie, il y a aussi une identité à genre. Pour les personnes à genre, c'est des personnes qui vraiment ne perçoivent pas de genre qui les définirait justement par rapport à leur identité, tout simplement en fait. Et ce serait quoi la différence avec mavérick du coup ? Mavérick, c'est vraiment ressentir son genre, mais en dehors des notions d'homme et de femme. Alors que à genre, c'est vraiment ne pas ressentir de genre. Et les raccourcis qui sont faits, je sais, à la télévision française par rapport à des documentaires qui ont été faits récemment, justement, c'est de confondre totalement non-binarité, à genre, gender fluide, comme si c'était la même chose, alors qu'en fait, pas du tout. Les définitions sont très différentes et ce qu'il aurait été décent de faire, ça aurait été juste de parler de personnes non binaires, de demander quel était leur genre si elles savaient quel était leur genre. Parce qu'il y a des personnes non binaires aussi qui, des fois, préfèrent aussi s'annoncer comme non binaires parce que leur genre, tout simplement, je veux dire, parce que leur genre est aussi en cours de construction, ou elles savent pas forcément, et des fois, c'est plus simple de justement se nommer par le terme parapluie qui englobe toutes ces identités-là. Mais du coup, être non-binaire, c'est ne pas avoir de genre ? Qu'est-ce qu'on répond à quelqu'un qui demande ça ? Que c'est faux, puisque du coup, vraiment, la non-binarité englobe tellement de genres et de non-genres que du coup, ce serait un non-sens, en fait, de considérer que la non-binarité, c'est équivalent à être à genre. C'est pas parce que, du coup, nos genres sortent des normes hommes-femmes que du coup on n'a pas de genre. Ça voudrait en plus dire comme si de façon automatique on renonce à ces catégories là très binaires, donc du coup on n'a pas le droit d'avoir de genre, sans que ce soit de notre fait, mais que c'est ce que la société aimerait penser, mais non, c'est pas du tout le cas. Ok, d'accord, mais du coup je vois pas trop la différence entre transidentité et non-binarité. Si on parle typiquement des définitions, être transgenre, ça veut dire ne pas vivre en correspondance avec le genre qui nous a été assigné à la naissance. Alors qu'être cisgenre, c'est des personnes qui vivent très bien le genre qui leur a été assigné à la naissance. Donc du coup, si on prend cette définition-là, les personnes non-binaires ne sont pas cisgenres. Mais c'est après une question vraiment d'identification personnelle. Il y a des personnes non-binaires qui, du coup, se définissent comme trans, et il y a des personnes qui ne se définissent pas comme trans. C'est pour ça qu'en général, on parle de personnes trans et ou non-binaires, parce qu'il y a des personnes non-binaires qui préfèrent simplement s'annoncer comme non-binaires et ne pas forcément s'englober dans le terme transgenre. Mais c'est après une question vraiment d'identification personnelle, au mot transgenre, que certaines personnes non-binaires ne préfèrent pas employer. D'accord, t'es non-binaire, mais t'es forcément plus homme que femme. Enfin, plus proche d'un genre que l'autre, non ? Enfin, je sais pas, j'ai l'impression. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose à déconstruire par rapport aux normes, justement, qui nous ont été imposées depuis l'enfance, à vraiment se dire que dans la vie, il y a les petits garçons, les petites filles, il y a quelque chose de très essentialisant là-dedans, d'ailleurs, justement, de se dire que on est forcément attiré soit par les poupées, soit par les petits trains, etc. Non, en fait, on peut être attiré par les deux. On peut se construire, justement, en aimant les deux, en aimant ni l'un ni l'autre. Enfin, voilà, c'est vraiment très multiple, et je pense que quand on dit que justement on est forcément plus attiré par la masculinité ou la féminité, c'est juste que c'est vraiment lié à des codes en fait que la société nous a imposés, et j'ai l'impression que pour pas mal de personnes c'est très dur d'en sortir en fait, et de s'imaginer que c'est possible de penser autrement. Alors que si, enfin vraiment, d'ailleurs pour les personnes à genre justement c'est totalement le cas. Enfin je pense que du coup elles s'identifient ni à l'un ni à l'autre, et enfin voilà, c'est comme ça qu'elles se vivent.
Ah, et puisqu'on parle du poids des normes de genre, quand on parle de personnes non-binaires et de personnes trans, vous avez peut-être déjà entendu le terme dysphorie. Justement, quand on se sent pas bien au poids des normes de genre, qu'est-ce qu'elles font par rapport à notre genre. Donc vraiment, parce que moi, ce que j'ai tendance à dire justement, c'est que la dysphorie, pour moi, elle vient pas de nous-mêmes, en nous-mêmes, genre on se réveille pas en détestant notre corps, etc. Si on peut exprimer de la dysphorie, justement, c'est souvent à cause des normes de genre, à cause de ce que la société nous dit qu'il n'est pas bon d'être, en fait. Genre que le fait d'être trans ou de se découvrir, de s'exprimer par rapport à notre identité, voilà, de tout ça, enfin que c'est réprimable en fait, et c'est ça qui nous crée de la dysphorie, parce que du coup on se dit bah mince, je vais devoir me réprimer, je vais devoir m'exprimer différemment, me cacher, enfin voilà, attendre d'être en sécurité avec des amis pour pouvoir être moi-même, par exemple, et ben ça peut créer de la dysphorie, enfin parce que du coup dans des contextes scolaires on peut par exemple, si on est plus à l'aise avec des apparats plus féminins et que du coup dans un contexte scolaire c'est très mal accepté, du coup, bah, on va avoir tendance à genre se cacher sous des vêtements plus masculins. Ça peut créer de la dysphorie, mais c'est pas de notre fait, comme on a tendance à l'avoir, à le voir dans les films et dans les documentaires qui sont faits par des personnes pas concernées. En général, oui, dans les documentaires et les films qui sont faits par des personnes cis, ils ont tendance à vraiment accabler les personnes trans comme si, du coup, leur mal-être était dû vraiment à elles-mêmes, en fait, alors que comme si dans la société tout allait bien et du coup, on va faire tout un film sur genre le mal-être d'une personne qui a du mal à s'intégrer dans la société. Non, c'est pas le cas, c'est vraiment la société qui ne laisse pas la place aux personnes trans de s'exprimer, de se découvrir et d'être elles-mêmes. Et voilà, c'est ce qui crée ces sentiments de mal-être que peuvent ressentir beaucoup de personnes trans. Et c'est ça qui a à déconstruire en fait. C'est ce que je reproche beaucoup à ces documentaires, à ces films qui sont faits par des personnes non concernées, c'est le fait que les responsabilités de ces mal-être-là ne sont jamais adressées. Et ces responsabilités-là, elles viennent justement de l'école, du fait qu'il n'y ait pas de sensibilisation à ces identités-là. Elles viennent voilà, de tous les domaines en fait, du secteur public, en fait, où il devrait y avoir justement plus de formation, d'écoute des personnes trans, etc. Parce que ça peut être très violent de se retrouver à la poste, qu'on débatte de notre identité parce que, par exemple, notre nom correspond pas au nom sur lequel on reçoit notre courrier, notre colis, etc. Et dans ce cas-là, ça peut être un débat infini sur voilà, notre humanité parce qu'on va essayer de se justifier, voire on doit souter, etc. Ce qui peut amener à des choses très violentes. Et dans d'autres domaines, à l'université aussi, quand si des personnes essayent de dire qu'elles préfèrent être appelées par leur prénom qu'elles ont choisi alors que leur name est inscrit sur leur fiche d'appel, etc. Il y a des professeurs qui prennent un malin plaisir à dire « Ah non, ça passera pas avec moi », voilà, comme si c'était des lubies, ou voilà, alors que c'est vital pour les personnes qui décident de changer de prénom. Et du coup, ça, il n'y a aucune sensibilisation là-dessus. Enfin, il y en a vraiment qui commencent à apparaître, mais plus de la part des personnes concernées qui doivent justement essayer de se battre pour créer des associations, voilà, ou faire passer justement des fiches pédagogiques, voilà, ou qui essayent de créer leurs propres documentaires pour sensibiliser le grand public, etc., ou de faire des manifestations, etc. Mais vraiment, je pense que ça devrait être beaucoup plus généralisé, en tout cas, dans ces espaces. Parler de non-binarité, c'est parler d'identité de genre, c'est-à-dire le genre dans lequel on vit. Mais souvent, on confond avec un autre paramètre, celui de l'expression de genre, ce qu'on donne à voir de qui on est. Mais les deux ne sont pas liés. Ah oui, totalement. Oui, c'est vrai qu'on a tendance à s'imaginer que des personnes non-binaires assignées femmes à la naissance devraient avoir une expression de genre qui, dans ce cas-là, va vers quelque chose de masculin ou inversement, alors qu'en fait, il n'y a pas d'imposition du tout, en fait. Enfin, ça, encore une fois, c'est des projections liées à des normes de genre, alors qu'en fait, il y a des personnes non-binaires et des personnes trans qui ne sont pas non-binaires aussi, qui peuvent ne faire une transition qui n'est que sociale aussi, pas forcément dans leur expression de genre. Donc ça veut dire, quand on parle de transition sociale, c'est par exemple le simple fait d'annoncer que nos pronoms, justement, qui nous ont été assignés, ne nous correspondent plus.
ou pas du tout, et que du coup on aimerait que notre entourage nous appelle s'adresse à nous avec d'autres pronoms, et du coup vraiment il n'y a pas d'imposition à avoir, justement je pense qu'il y a pas mal de gatekeeping par rapport à ça, justement, de qui est vraiment trans, est vraiment non binaire, etc. Si il y a tant de processus de transition qui sont amorcés. On entend par là transition sociale, transition administrative, transition médicale, alors qu'en fait, non, enfin, je veux dire, ça peut s'arrêter aussi à une transition qui est purement sociale. Dire à son entourage, bah voilà, je suis trans, je suis non-binaire, je préfère que tu m'appelles par ce prénom-là, avec ces pronoms-là, et qui ne veulent pas forcément nécessairement entamer de transition médicale ou qui des fois ne veulent pas forcément changer de prénom aussi. Enfin, je veux dire, ça arrive, et ça veut pas dire que les personnes ne sont pas trans ou ne sont pas non-binaires. Voilà, en fait, tous les parcours sont très différents les uns des autres, et voilà. Donc si vous voyez une personne qui a l'allure très masculine et qui porte du maquillage, par exemple, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes en face d'une personne non-binaire. Ouais, bah dans un des documentaires assez récents qui a été fait sur le sujet, justement, l'expression de genre et l'identité de genre étaient totalement confondues, et on pouvait observer des mecs cis, en fait, qui étaient interrogés en tant que personnes non binaires, vraiment, par rapport au sujet du documentaire et tout, ce qui était totalement aberrant, et c'était juste dû au fait que ces mecs cis portaient du maquillage ou portaient des perruques. Et en fait, bah, ça a rien à voir. Enfin, vraiment, justement, et c'est très bien qu'en fait, il y ait des mecs cis qui portent du maquillage, du vernis, des perruques, etc. Mais c'est des mecs cis, ça a rien à voir avec la non-binarité, je veux dire, et justement, bah, tant mieux, et je pense que Bilal Hassani est un bon exemple de personnes cis qui sont non conformes aux stéréotypes de genre, justement. D'ailleurs, dans ce documentaire, il était cité comme étant à l'aube de la non-binarité en France, de la reconnaissance de la non-binarité en France, ce qui était aberrant, encore une fois. Juste, c'était des projections de oh là là, un homme, une célébrité qui est un homme en France se maquille et porte des perruques, et donc du coup tout de suite on va faire une association avec la non-binarité qui semble quelque chose de nouveau et de tendance, et donc du coup voilà, alors que bah non, c'est totalement faux. Mais vraiment, si les mecs cis veulent justement un peu transgresser toutes ces normes de genre qui sont très lourdes et qui ont été imposées depuis des siècles par les sociétés occidentales, hein, vraiment j'ai envie de le redire parce qu'il y a d'autres sociétés où c'était pas le cas du tout. Bah vraiment, allez-y quoi, c'est juste que voilà, ça a rien à voir, il faut vraiment faut le différencier quoi. Ah, et la non-binarité, ça n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle non plus. Bah oui, c'est vrai que ça, c'est un autre point où je sais pas, les médias adorent tout confondre, et vraiment juste, oui, il faut juste te dire que identité de genre, expression de genre, orientation sexuelle, ça n'a rien à voir. Voilà, je sais pas quoi dire de plus par rapport à ça, parce que, je veux dire, des personnes non binaires peuvent être gays, hétéros, pan, asexuels, etc. Je veux dire, comme tout le monde en fait. Donc du coup, il n'y a pas à mêler les deux, à mélanger les deux, à croire que une personne trans, je sais pas, vraiment, je sais pas quoi dire de plus par rapport à ça. Non, mais du coup, à quoi je reconnais qu'une personne est non-binaire en fait ? Il y a pas à reconnaître ou pas, en fait, juste je sais pas, soit la personne se présente et on comprend que voilà, ses pronoms étant potentiellement elle, etc., peut-être que ça peut donner une piste sur le fait que cette personne est non-binaire, mais encore une fois, c'est vraiment comme tout, l'expression de genre, etc., ça veut pas signifier l'identité de genre, donc vraiment, des personnes qui ont tel ou tel pronom, ça veut pas dire qu'ils sont trans ou non-binaires, etc. Des personnes non-binaires peuvent garder aussi le pronom qui leur avait été assigné aussi et être non-binaires, donc ça ne signifie pas que c'est des personnes cis. Et j'ai envie de dire, demander, c'est pas forcément non plus la chose à faire très frontalement, parce que ça peut être très voyeuriste, et justement genre en mode tiens, cette personne semble ne pas correspondre aux normes de genre, etc., donc peut-être que c'est une personne trans ou non binaire. Si j'allais lui demander, non, ça c'est très creepy. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse démocratiser un peu l'annonce de nos pronoms aussi, mais vraiment justement pour éviter ce côté un peu accusateur et vraiment, je sais pas, très genre cette personne semble ne pas correspondre aux normes de genre, donc je vais aller lui demander ses pronoms.
Ça peut être extrêmement dérangeant, extrêmement voilà, voyeuriste et chelou en fait, si en fait ça n'a pas été demandé aux autres membres du groupe. Donc vraiment, j'aimerais bien qu'il y ait ce réflexe qui se développe où quand on rencontre quelqu'un, bah, on dise en même temps que notre prénom, bah, nos pronoms en fait, tout le plus simplement du monde. Je pense que ça permettrait de rendre beaucoup plus à l'aise à la fois les personnes trans et puis bah, que ce soit un réflexe pour les personnes cis en fait au quotidien, mais vraiment en fait, c'est pas censé se lire sur le visage. Enfin, vraiment, j'aimerais bien que ça se déconstruise, ces choses-là, quoi. Enfin... Si je résume, demander ses pronoms à une personne trans et non-binaire, c'est bien, c'est vraiment bien. Mais prendre le réflexe de le demander à tout le monde, même juste entre personnes cis, bah c'est encore mieux. Bon, du coup, bah parlons pronoms. Le pronom le plus utilisé et aussi le plus démocratisé aussi, j'ai envie de dire, parce que c'est le seul dont on peut plus retrouver les définitions sur Internet. Pas encore dans les dictionnaires, il me semble, mais c'est le pronom yel, du coup, qui est la contraction entre il et elle. Mais justement, il peut mettre mal à l'aise certaines personnes non-binaires qui sont par exemple à genre ou se perçoivent en dehors, justement, du code femme ou homme. Et pour qui c'est le fait que ce soit une contraction des deux, ça peut les mettre mal à l'aise, en fait. Donc il y a d'autres pronoms aussi qui existent comme al, ul, ol, vraiment il y en a une infinité aussi. Tout comme en fait aux États-Unis, il y a le pronom non binaire un peu le plus connu, c'est they et them, mais il y a aussi zi, zim, il y a pareil qu'en France, en fait, il y en a une infinité aussi, et vraiment, c'est quelque chose à appréhender pour soi-même. C'est juste que ce qui peut être vraiment pénible, c'est de devoir le justifier, de devoir faire de la pédagogie par rapport à ça, à des personnes qui ne connaissent pas du tout ces pronoms et qui croient que du coup, c'est une lubie ou quelque chose de très fantasque ou quoi que ce soit, et qu'il faudrait sensibiliser sur le fait que la langue, elle est évolutive, elle a toujours évolué, et c'est pas péter les traditions que d'utiliser l'écriture inclusive, etc. Parce que vraiment c'est juste pour mieux inclure la diversité des personnes avec des genres très différents qui existent, inclure aussi les femmes dans la langue française et les minorités de genre, donc. Et juste, ça devrait de plus en plus se démocratiser. Il n'y a pas de frein à avoir par rapport à ça. Ça a toujours évolué, quoi. Ok, d'accord, les pronoms j'ai compris. Mais comment je fais l'accord avec quelqu'un qui utilise le pronom yel ? J'accorde au masculin, au féminin ? Moi, vraiment, ce que je préfère à l'oral faire, et qui peut convenir à énormément de personnes non-binaires, c'est justement éviter de genrer. En fait, c'est un exercice un petit peu de gymnastique à faire. Enfin, dire les enfants, dire... les parents ou le parent aussi, enfin vraiment, et en fait on a des formulations aussi qui permettent d'éviter de genrer sur le coup, quoi, juste en retournant un peu les adjectifs. S'il n'y a pas de moyen de contournement, en vrai, du coup, dans les accords, il y a plusieurs possibilités. Il y a l'écriture inclusive, du coup, qui est plus facile à employer à l'écrit parce que vraiment il suffit de mettre le point médian ou pour parler en écriture inclusive. Ou même des mots qui sont comme, par exemple, j'avais vu le mot auteur, autrice, donc si on fait de l'écriture inclusive, ça donne auteurice. Et vraiment, après, ça, c'est des choses à apprendre aussi. Ces ressources-là, elles sont disponibles, par exemple, sur le blog La Vie en Queer, qui recense un bon panel de choses sur la non-binarité, sur le vocabulaire. Donc vraiment, j'invite les personnes qui se questionnent sur le langage à aller un peu zioter, justement... toutes les pratiques qu'il peuvent y avoir par rapport à ça. Il y a un dictionnaire, je crois, si on tape dictionnaire langage neutre ou langage inclusif, on tombe tout de suite dessus. Non mais à l'écrit je veux bien, mais franchement, à l'oral, c'est trop chiant l'inclusif. Eh ben, j'ai envie de dire que c'est juste une question de respect en fait, et que sinon, je pense que ça va juste éloigner la personne à qui la personne cis a envie de parler, quoi, parce que... notre respect, il est pas négociable, en fait. On va pas, se dire ah bon, t'inquiète pas, t'as qu'à me genrer au masculin comme t'avais l'habitude, ou au féminin parce que c'est plus simple. Enfin, non, en fait, c'est pas censé être négociable la façon avec laquelle on doit nous genrer, quoi. Voilà, c'est juste des efforts à faire, mais je sais qu'il y a des personnes non-binaires qui aiment bien pour tacler par rapport à ça. Si on les mégenre volontairement, c'est mégenrer l'autre personne et voir ce que ça fait. Dans ce cas-là, du coup...
la personne effectivement se sent un peu bizarre, qu'on les genrerait différemment de ce dont elle a l'habitude et qui fait son identité aussi en tant que personne cisgenre. Et voilà, pour nous c'est généralement plus violent, hein, parce que voilà, ils peuvent retourner ça comme des blagues, mais vraiment c'est vraiment juste une question de respect à avoir. Pour moi, c'est pas plus compliqué que ça. Enfin, on peut s'entraîner vraiment à l'écrit, déjà parce que ça nous permet de visualiser un peu plus les choses. Et puis après, à l'oral, ça peut venir tout seul progressivement, quoi. En fait, j'ai aussi envie de dire que par rapport à cet apprentissage, nous aussi, on est passé par là. En fait, ça nous est pas tombé dans les mains. Et quand on croit qu'on demande des efforts surhumains, en fait, juste, nous aussi, ça a été un cheminement. En fait, nous aussi, on a pris ce temps-là pendant plusieurs soirs à essayer d'éplucher un peu comment on pouvait nous-mêmes se genrer. Pourquoi les personnes cis peuvent pas le faire, quoi. J'ai vu qu'il y avait des personnes non-binaires qui utilisent les pronoms anglais they, them. Mais alors du coup, en français, comment est-ce qu'on fait ? L'anglais, on est beaucoup à le kiffer parce que c'est pas genré en fait. Enfin, c'est très facile. Tous les adjectifs, voilà, c'est beautiful, c'est pas beau, belle. Enfin, donc il y a pas de gymnastique à faire, donc c'est cool. Même le pronom en fait, they, them, moi je le trouve aussi plus cool que yell parce qu'il n'y a pas cette notion de on a dû mélanger les deux, essayer de faire une contraction, enfin voilà. Et quand on voit que c'est marqué par exemple sur la biographie d'une personne francophone, they, them, juste on peut lui demander c'est quoi l'équivalent que t'emploies en français en fait, ça te dérangera pas la personne si la personne l'a annoncé quelque part en fait. Enfin, avant de commencer une conversation, juste demander quoi. Puisqu'on parle de langue anglaise, le mot pour désigner les discriminations spécifiques aux personnes non-binaires, c'est ambiphobie. Ambi pour NB, les lettres N et B en anglais de non-binary. La particularité de l'ambiphobie, c'est de par exemple, nier son existence, croire que... Enfin, je parle par rapport à un contexte français où vraiment c'est beaucoup moins connu, beaucoup moins visibilisé. Peut-être qu'aux États-Unis c'est vraiment très différent comment les personnes vivent justement cette ambiphobie. Je pense qu'en France c'est surtout une question de justement on fait comme si ces identités n'existaient pas. Donc du coup on doit se justifier constamment. Moi je trouve que c'est une forme de violence aussi de devoir faire de la pédagogie dès qu'on annonce notre non-binarité, de devoir vraiment dire oui, non, c'est mon identité, c'est pas juste une passade, c'est pas juste je me suis réveillé, je me suis dit tiens, ça allait être fun d'être non-binaire, etc. Non, c'est juste que c'est le genre qui nous correspond le plus, enfin dans le parapluie qui est la non-binarité. Du coup, au quotidien, ça dépend vraiment de l'expression de genre des personnes, mais des personnes dont on ne définit pas le genre au premier regard, parce que leur expression de genre semble trop floue, quoi que ce soit, et que du coup, un jour on dit madame, un jour on dit monsieur, etc., parce qu'on bug. Enfin, moi, la boulangerie, la pharmacie, dans le milieu médical, c'est toujours ça. C'est la première tendance, c'est de dire madame, après on entend ma voix, on dit monsieur, etc. Donc du coup, c'est vraiment plein de bugs constants. Je peux associer ça aussi à de l'ambiphobie aussi pour des personnes qui sont non-binaires, du coup, parce que ça peut être de la transphobie pour les personnes trans qui ne sont pas non-binaires, mais moi, dans mon cas, je peux dire aussi que c'est de l'ambiphobie, quoi. Même si, c'est important de le rappeler, toutes les personnes non-binaires sont pas androgynes, ont pas d'expression de genre forcément androgyne, et donc vivent pas forcément les mêmes violences. Mais moi, dans mon cas, c'est ce qui me procure le plus de bonheur. D'ailleurs, tiens, ça c'est un bon exemple. Genre, là, j'ai dit, c'est ce qui me procure le plus de bonheur pour éviter de, par exemple, genrer directement, c'est ce qui me rend là le plus heureux. Enfin voilà. Donc du coup, c'est une façon de faire de la gymnastique qui marche très bien parce que la langue française, en fait, on peut permettre ça. Bon voilà, c'était le petit aparté. Et sur le plan administratif, moi, j'aimerais aussi une reconnaissance par rapport à l'état civil. Je sais que c'est aussi débattu parce qu'on a tendance à dire que justement on aimerait que dans l'idéal il y ait carrément plus de mention de genre, etc. Ce qui effectivement serait une bonne chose puisque en fait c'est aussi quelque chose qui amène à beaucoup de situations très arbitraires. Mais moi je pense que quand même nous ça nous aiderait aussi à pouvoir entamer des procédures de transition médicale de façon plus sereine aussi sans avoir forcément à se justifier. Arrêter aussi de se sentir mal à devoir forcément cocher la case madame, monsieur, etc.
que ce soit marqué partout sur nos papiers, ça peut créer justement beaucoup de dysphorie aussi. Moi, dans l'idéal, vraiment, j'aimerais qu'on arrête de dire monsieur, madame, etc. Mais par exemple, l'équivalent neutre, c'est mix, MX. Donc quand on a le MME, MR, la version mix, c'est MX. Et vraiment, je pense que ça aurait aussi facilité des démarches que j'ai entamées aussi. Parce que j'avais peur aussi qu'on me refuse certaines démarches par rapport à ma transition médicale si je m'annonçais directement comme étant non-binaire. Pour ça, il faut pouvoir se dire déjà, genre, est-ce que le praticien, la praticienne va déjà ne pas être transphobe, mais est-ce que si en plus elle est pas transphobe, est-ce qu'elle va pas être ambiphobe et genre considérer que du coup, cette personne n'est pas sûre parce que elle m'annonce qu'elle est non-binaire. Et ça, c'est quelque chose qui est très fréquent aussi, de croire que la non-binarité veut dire on n'est pas sûr de notre genre, on n'est pas sûr d'être vraiment trans. Et c'est ce que des psychiatres aussi disent, comme on a pu en voir à la télévision aussi, à croire que je sais pas, c'est une phase, etc., que des personnes se questionnent, mais après, vous inquiétez pas, ces personnes vont mûrir. Et qu'après, on va se dire, en fait, j'ai réfléchi, je suis un homme trans ou je suis une femme trans. Moi, ça fait des années que je suis non-binaire, que j'ai identifié que j'étais non-binaire, justement, et non, c'est pas une phase pour moi, en fait, c'est ce qui me correspond le plus. Mais comment on se rend compte qu'on est non-binaire, en fait ? Moi, je sais que j'ai découvert ma non-binarité en écoutant la parole d'autres personnes non-binaires qui a beaucoup résonné en moi. Et où en fait ça a fait tilt. En fait c'est très bizarre à décrire, c'est que moi ce que je conseillerais c'est vraiment d'écouter, lire des personnes non binaires qui oralisent ça justement. Par exemple moi j'ai beaucoup été inspiré par Alok Van Menon qui est une artiste poétesse. Voilà, là encore une fois c'est compliqué de faire du neutre à l'oral, donc je l'ai imaginé avec le point médian mais ça n'a pas marché à l'oral. En tout cas, voilà, c'est une artiste non-binaire d'origine indienne et qui parle de décolonialisme en rapport avec son genre et sa non-binarité. Et ça m'a beaucoup ému de l'écouter à la mutinerie 2 années d'affilée d'ailleurs. Et vraiment, ça a tellement résonné en moi, ses mots, ses paroles, sa façon de se vivre, de s'exprimer. Vraiment juste, en fait, je sais pas, c'est là où j'ai eu un déclic en moi. Et je pense que c'est très difficilement listable en fait. Enfin, on peut pas forcément se dire il faut ci ou ça pour se dire allez ça y est je suis non binaire, etc. Ça doit être ça. En fait on a des expériences tellement différentes et tellement diverses. Je dirais juste que plutôt la non binarité ça peut aussi être proche de la féminité, proche de la masculinité, mais pas tout à fait. Donc du coup il y a des femmes trans non binaires, il y a des hommes trans non binaires aussi. Et voilà, c'est tout aussi valable. Et si par exemple, quand on entend le pronom Yel, quand on s'adresse à nous, et qu'on se sent bien, en fait, oui, on peut se dire qu'il y a un petit clic que ça fait, quoi. Non mais écoute, si être non-binaire, c'est refuser ce que la société attend de moi. En tant que femme, c'est-à-dire tous les codes de la féminité, de s'épiler, de se maquiller, machin, ça voudrait dire qu'on est un peu toutes non-binaires, non, du coup ? C'est pas parce que du coup on déconstruit et on est contre certaines normes de genre dans notre quotidien ou dans nos luttes politiques, etc., qu'on est non-binaire, quoi. Genre, si une femme cis est contre plein de codes qui lui sont apposés depuis la naissance, etc., en fonction de son éducation et tout, et de la société, ça veut pas dire que du coup elle est non-binaire, quoi. C'est comme pour les mecs cis aussi, si du coup ça les fait kiffer justement d'avoir une expression de genre plus féminine, etc., ça veut pas dire qu'ils sont non-binaires. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en nous, qui est nous, en fait. Je sais pas, on a tendance à parler de ressenti quand on parle de genre. Ça fait aussi un peu débat aussi, parce que c'est plus qu'un ressenti aussi, c'est vraiment notre existence, notre quotidien, etc. Et ça fait un déclic en nous, une euphorie aussi, vraiment, comme on disait plus tôt, vraiment de pouvoir avoir à tester un prénom, tester un pronom, tester des accords, tester d'autres façons de se percevoir en tant qu'être humain. Et juste, c'est pas que des consorts de normes de genre. L'identité de genre, elle est très personnelle, quoi. Enfin,
c'est pas quelque chose qui est associé au code extérieur, je veux dire. Enfin, justement, c'est à déconstruire, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est en nous, qui fait notre identité. Après, bien sûr, qu'elle découle quand même aussi enfin, on dépend aussi quand même des normes de genre, je veux dire. En tant que personne asiatique aussi, on m'a rarement assigné aussi à la case homme cis, vraiment telle qu'on l'a définie dans les sociétés occidentales, où c'est associé à certains codes auxquels ne correspondent pas les personnes asiatiques dans le regard blanc. Et je sais que ça a aussi quand même aussi influé aussi sur la construction de mon genre et de mon expression de genre, etc. Enfin, je veux dire, on peut pas non plus se dissocier des normes que nous impose la société, même par rapport à notre propre construction. Mais c'est pas parce qu'on déconstruit ces normes de genre qu'on est forcément trans ou non-binaire, quoi. En tant que personne cis, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas être déplacé, gênant avec des personnes non-binaires ? Je pense qu'un gros conseil que j'aurais, et qui m'aurait fait du bien d'ailleurs en annonçant ma non-binarité et tout, c'est que les personnes cis qui du coup sont au courant qu'il y a des personnes dans leur entourage qui sont non-binaires, ou qui sont confrontées justement à une personne non-binaire qui leur fait leur coming out, et ben ce serait de dire ah ok, merci beaucoup de me l'avoir dit, etc. Et de pas accabler la personne de 1000 questions en fait, comme si la personne était un dictionnaire et que du coup sa vie allait se résumer que à faire de la pédagogie, parce que moi c'est ce que je trouve très très fatigant et très déshumanisant, reprendre de A à Z toutes les explications qui y sont liées, et vraiment le fait de pouvoir se renseigner par soi-même, le fait d'aller chercher des informations sur internet, c'est très précieux justement pour économiser du temps, de l'énergie, et montrer aussi qu'on respecte les personnes qui font leur coming out en fait, et qui justement font confiance aux personnes cis pour se dire je me vulnérabilise en quelque sorte en te le disant, en ne sachant pas ta réaction, et toi en retour essaye de du coup faire l'effort de te renseigner au mieux pour ne pas être oppressive après, enfin. Et pour se renseigner, on lit quoi ? On va où ? Si du coup plein de personnes cis nous entendent, j'ai envie de directement de donner ces références-là. Je pense qu'il y a... Moi, ce qui m'a aidé, c'était le blog de La Vie en Queer dont j'ai parlé un peu plus tôt, la chaîne YouTube de Alistair Oudaillard, qui s'appelle H Paradoxé, qui est vraiment très riche d'informations, à la fois sur le handicap et aussi sur les questions de transidentité et de non-binarité. Vraiment, il avait mis en place une playlist de ses vidéos qui parlent du sujet. Sinon, les BD de Sophie Labelle aussi, qui sont vraiment très très riches d'informations. En plus, elle a un côté un peu cynique aussi, qui est très cool, parce que, je sais pas, elle aborde par l'humour en fait toutes ces questions-là, mais plus quand même en étant du point de vue des personnes trans. Il y a quelque chose qui fait que ça nous vulnérabilise pas forcément en fait. Et sinon, il y a aussi Lexi, du coup, du compte Instagram Aggressively Trans, qui a édité un livre qui déconstruit justement la transidentité et la non-binarité à travers l'histoire aussi. Donc c'est super intéressant et je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. Et voilà, faire l'effort en fait d'éplucher un peu toutes ces ressources, ça peut vraiment économiser beaucoup d'énergie aux personnes qui sont concernées. Et voilà, je pense que même aussi les médias aussi devraient faire cet effort-là en fait, et les journalistes et les réalisatrices et tout, pour justement se renseigner en amont, parce que souvent, quand on est interrogé en tant que personne non-binaire ou trans en général, il y a beaucoup de journalistes qui sont pas renseignés et qui du coup posent beaucoup de questions intrusives, alors que ça devrait être la base en fait de se renseigner en amont. Et dans une société qui commence à comprendre qu'il n'existe pas que deux genres, on peut aussi se lancer dans une relecture du passé pour retrouver des personnes non-binaires qui n'ont pas été identifiées comme telles dans l'histoire. Je pense qu'à travers l'histoire, il y a eu beaucoup de figures qu'on pourrait assimiler à la non-binarité aussi, et qu'on a un peu invisibilisées à cause des médias aussi, à cause de ce qu'on en faisait, des célébrités même comme Prince ou quoi, qui du coup disaient très clairement ne pas être ni un homme ni une femme, et qu'en fait on fait quand même passer pour un homme cis en fait à travers l'histoire et tout. Et je trouve que c'est un peu dommage, parce qu'on avait aussi en fait des personnes connues qu'on pourrait assimiler à la non-binarité, mais ces termes n'existaient pas à leur époque. Par exemple, même des personnes comme Sylvia Rivera,
qui est une des personnes à l'origine des marches de Stonewall, et qui, médiatiquement, disait ne pas aimer l'identification au genre féminin, au genre masculin, être un peu entre les deux, etc. Et que ces personnes-là, on a fait beaucoup de projections aussi, je dirais, actuelles, en se disant que vu qu'il n'y avait pas ces termes, etc., du coup, on les associait soit directement, comme Prince, à un homme cis, soit comme Sylvia Rivera, à une femme trans qui serait éloignée de la non-binarité, etc., alors que ces revendications publiques étaient proches de la non-binarité, et c'est une figure politique aussi. En fait, je trouve que ça manque de ça, de recherche sur la non-binarité à travers l'histoire, à travers toutes les populations qui ont été racisées par la suite de la colonisation, et des figures, vraiment des célébrités de la pop culture, et aussi des figures politiques qui ont émis justement ces revendications-là, et qu'on n'a pas forcément écoutées. Donc je pense que c'est aussi un peu à réhabiliter, et que ce serait aussi important d'avoir des livres de recherche aussi, ou des films documentaires ou quoi, sur la non-binarité vraiment d'un point de vue historique, et d'un point de vue aussi vraiment en remettant un peu en parallèle toutes les revendications des célébrités qui ont émis justement ces avis-là par rapport à leur identité. Et pour faire cette archéologie du genre, je vous conseille le chapitre « Les transidentités vieilles de plus de 4000 ans » dans le livre de Lexi, qu'on a déjà cité, et qui s'appelle « Une histoire de genre ». Ça permet d'approfondir la toute première chose que Kelsey a mentionnée dans notre entretien, le fait que la binarité du genre, c'est une construction occidentale et blanche. Je vous mets aussi d'autres ressources sur le site binge.audio, puisque Camille, c'est un podcast Binge Audio, produit avec Lauren Bess et réalisé par Solène Moulin. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à nous écrire sur les réseaux sociaux @CamillePodcast ou à l'adresse camille@binge.audio.